Bonjour tout le monde. Pour cette deuxième capsule sur les bactéries, on va s'attarder cette fois-ci un petit peu plus aux principales familles, aux principaux groupes de bactéries qui sont soit utilisés dans l'industrie alimentaire ou qui causent des inconvénients dans l'industrie alimentaire. Donc, on ne va pas aller dans le détail nécessairement d'espèces précises, mais vraiment plus de grandes familles. Puis c'est sûr que dans ces grandes familles-là, je vais donner quelques exemples, mais c'est vraiment pour faire un tour d'horizon de ces familles-là, disons des familles de bactéries qui sont les plus utilisées ou qui causent le plus d'inconvénients dans le domaine alimentaire, en fonction surtout des enzymes ou des molécules qu'elles produisent et qu'elles libèrent. Donc, on y va, on regarde ça. Donc, pour commencer, peut-être une que vous connaissez bien, ce sont les bactéries lactiques. Ces bactéries-là, il y en a plusieurs, Lactococcus, Pediococcus, Leuconostoc, Lactobacillus, Streptococcus thermophilus. Cette dernière, Streptococcus thermophilus, c'est une bactérie importante. C'est une bactérie qu'on utilise beaucoup dans la production du yogourt. Puis vous allez remarquer dans son nom, Streptococcus thermophilus, thermophile, donc elle aime les températures un petit peu plus chaudes. Donc je vais en parler éventuellement, là, mais par exemple, si vous voulez faire du yogourt à la maison, bien souvent, ça va vous prendre une yaourtière, donc un appareil, dans le fond, qui va permettre de monter la température à environ 43 degrés Celsius pour que cette bactérie-là puisse faire son travail correctement. OK? Mais toutes les bactéries que je viens de nommer, qui sont identifiées ici, donc leur principale caractéristique, quand on dit que ce sont des bactéries lactiques, okay, c'est qu'elles fermentent les glucides, donc du glucose ou autre sucre, en acide lactique. Okay? Ce n'est pas nécessairement juste des bactéries qu'on trouve dans le lait ou dans les produits laitiers. Là. Donc, lactique dans le sens d'acide lactique qui va être produit comme, on va dire, déchet ou résultat de la fermentation. Donc, ces bactéries-là, ce n'est pas l'être humain qui les a inventées, donc elles existent dans l'environnement. Et on va en retrouver dans les produits laitiers non pasteurisés. On va en retrouver aussi dans certains fruits, certains légumes. Je vais donner un exemple. Moi, par exemple, je m'amuse à faire ma propre choucroute. Puis quand on fait de la choucroute, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on prend un ou des choux, on le hache, on le met en présence de sel, on rajoute quelques épices ou des trucs comme ça, puis on met ça dans un pot. Okay? On recouvre d'eau, puis souvent l'eau, c'est l'eau qui a été extraite à partir du chou, qui a été écrasée, malaxée un petit peu avec les mains. Puis, dans le fond, les bactéries sont déjà présentes dans le chou. Quand on fait de la choucroute, on n'a pas besoin d'ajouter de bactéries supplémentaires. On y va simplement avec les bactéries qui sont présentes dans le végétal. Donc, c'est quand même intéressant d'y penser. Donc, on obtient un produit fermenté après 2, 3, 4, 5 jours. C'est sûr que quand on fait de la choucroute, il y a des gens qui vont laisser ça aller pendant des semaines, voire même des mois. Mais déjà après quelques jours, là, les bactéries ont fait une partie du travail. Donc ça, j'en parlais, là, je reviens ici là, sur l'acétate. Donc ces bactéries lactiques-là, dans le yogourt, fromage, choucroute, je viens d'en parler. Parfois, ces mêmes bactéries-là qu'on utilise de façon volontaire et qui sont positives peuvent causer aussi des problèmes. Donc pourraient provoquer le surissement de certains produits alimentaires. Donc, parfois, elles peuvent avoir un petit aspect négatif. Et elles peuvent produire, ça c'est un produit intéressant. Si vous vous rappelez dans la première vidéo sur les bactéries, on avait parlé de biofilms et d'exopolysaccharides qui sont sécrétés à l'extérieur de la bactérie. On avait parlé de glycocalyx, de choses comme ça. Bien, l'industrie alimentaire peut tirer profit de bactéries qui produisent ces exopolysaccharides-là pour en faire des agents épaississants. Donc, juste vous montrer. Donc, ici, utilisé dans l'industrie laitière pour augmenter la viscosité du lait et la fermeté des produits fermentés. Donc, si on veut, par exemple, avoir un yogourt plus onctueux, j'ose pas dire solide, là, mais plus épais, donc ça peut être quelque chose qui va être intéressant. Si on prend des bactéries qui produisent naturellement ces exopolysaccharides-là, ce n'est pas considéré comme un additif alimentaire parce que les bactéries font partie du processus de production de l'aliment, donc par exemple du yogourt.
Okay? Tandis que, par exemple, si on utilise de l'alginate ou des gommes de xanthane, ben, les xanthanes proviennent aussi de bactéries, okay? Mais pas de bactéries qui permettent la production, par exemple, du yogourt. Donc, c'est des bactéries qui sont cultivées à part. On en retire les xanthanes qu'elles produisent et après, on peut prendre les xanthanes ou la gomme de xanthane et l'ajouter à notre aliment. Mais quand on fait un procédé comme celui-là, donc je prends la gomme de xanthane ailleurs, puis je l'ajoute à mon yogourt ou à un autre aliment, à ce moment-là, il est considéré comme étant un additif alimentaire, donc ce sera obligatoirement indiqué sur le contenant du produit. Tandis que si les bactéries le font elles-mêmes, en participant à la production du produit, bien à ce moment-là, on n'a pas besoin d'ajouter dans la liste d'additifs alimentaires exopolysaccharides. C'est pas grave, c'est déjà dans le produit. Donc, je continue avec les bactéries lactiques. Donc, les caractéristiques, disons, plus générales, ce sont des bactéries qu'on dit mésophiles. Okay? Les bactéries mésophiles, généralement, vont avoir une croissance pas pire à partir de 20 degrés, avec une croissance optimale à environ 37 degrés. Ça, c'est notre température. Okay? Généralement, les bactéries lactiques vont préférer des températures un petit peu plus fraîches que le 37, donc environ à 30 degrés Celsius. Mais je reprends mon exemple de choucroute. Okay? Souvent, je vais garder ça à température pièce, puis les bactéries font le travail là, à 20-22 degrés, donc ce n'est pas un problème. La plupart des bactéries lactiques sont anaérobies aérotolérantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Okay? C'est que ces bactéries-là, leur métabolisme fonctionne sans oxygène. Elles n'ont pas besoin d'oxygène comme vous et moi pour fonctionner. Par contre, en présence d'oxygène, elles vont survivre quand même. Donc, anaérobie aérotolérante, la bactérie n'utilise pas d'oxygène, mais en sa présence, ça ne la dérangera pas trop. Okay? Ces bactéries-là, généralement, tolèrent bien le sel, puis c'est entre autres pour ça que ça tombe bien, parce que quand on fait des conserves, quand on fait de la choucroute, des choses comme ça, souvent on va saler les aliments. Donc, le sel va permettre la croissance de bactéries comme celle-là, va prévenir la croissance de bactéries qui seraient peut-être pathogènes, et en même temps, les bactéries lactiques, ben, elles acidifient le milieu. Donc, en acidifiant le milieu, votre pH baisse. C'est comme un pléonasme que je viens de faire, là. Okay? Je viens de répéter la même chose. Donc, mon pH baisse, il y a du sel, donc ça, c'est deux facteurs okay, qui peuvent faire en sorte que des bactéries pathogènes vont avoir de la difficulté à se développer sur des aliments qui ont été fermentés comme ça. Donc, ça va permettre de conserver les aliments sur une plus longue période. Ça ne veut pas dire que c'est éternel. Okay? Moi, j'ai déjà scrappé des batchs de choucroute parce qu'il y avait de la moisissure qui avait fini par pousser dessus, donc ce n'est pas à l'épreuve de tout. Mais si c'est bien fait, puis les bactéries ont eu le temps de faire leur travail correctement, vous devriez avoir un produit qui est un petit peu plus acide. Puis en ayant ajouté du sel, okay, les bactéries pathogènes ont plus de difficultés à se développer. La bactérie lactique importante, j'en ai parlé tout à l'heure, okay, donc j'en reparle sur la diapo qui est ici. Donc, Streptococcus thermophilus, rappelez-vous, okay, encore une fois, les streptocoques, okay, si on les regarde au microscope, ce que l'on devrait voir, et vous le voyez sur l'image en haut à droite, ce sont des coccis en chaîne. Okay, donc, Streptococcus thermophilus n'est pas exception, elle aura vraiment l'air de ça. C'est une des rares bactéries Gram+ qui préfèrent le lactose au glucose. Okay? Généralement, les bactéries, tu leur donnes du glucose, c'est leur sucre de prédilection. Okay? Elles vont le dégrader, elles vont l'utiliser pour leur métabolisme. Cette bactérie-là, Streptococcus thermophilus, préfère le lactose. Ça tombe bien, nous, on veut cette bactérie-là pour modifier des produits à base de lait. Donc, dans le lait, le sucre, tout est dedans, c'est du lactose. Okay? Dans le fond, un lactose, j'imagine que peut-être... En fait, j'imagine que vous le savez. Okay? Donc, c'est un disaccharide formé d'un glucose et d'un galactose. Donc, cette bactérie-là peut métaboliser ce sucre-là, parce que ce n'est pas toutes les bactéries qui peuvent métaboliser le lactose, okay? Mais Streptococcus thermophilus peut le faire. Donc, elle va se développer dans ces environnements-là. Puis, si on lui donne les bonnes températures, donc des températures généralement un petit peu plus élevées, okay? Donc à 43 degrés Celsius, cette bactérie-là va se développer.
Donc, encore une fois, quand on fait du yogourt, si vous faites votre yogourt maison et que vous voulez travailler avec Streptococcus thermophilus, bien à ce moment-là, ça va vous prendre, comme je l'ai dit, une yaourtière ou vous arrangez un petit peu avec un four à la maison pour avoir une température qui va être adéquate. Parce que si vous laissez du lait en présence de cette bactérie-là à température pièce, il n'y a absolument rien qui va se passer. Puis les chances sont que des micro-organismes pathogènes vont se développer. Okay? Donc, ne buvez pas du lait que vous avez laissé à température pièce toute la nuit. Là. Je ne suis pas sûr que ça va être super bon pour votre santé. Mais si vous montez la température, donc à 43 degrés Celsius, les bactéries, on va dire, pathogènes ou de l'environnement ne vont pas tolérer cette température-là, donc risquent d'être en moins grande quantité. Puis, Streptococcus thermophilus, elle, va se développer adéquatement. Elle, en se développant, va limiter la croissance des autres aussi, donc ça va être parfait, puis votre yogourt devrait être bien correct. Ça, le dernier point, okay, j'en glisse un mot, mais on va en parler plus dans le chapitre sur les biotechnologies, peut-être en milieu, fin de session. Cette bactérie-là, elle est sensible aux bactériophages. Un bactériophage, c'est quoi? Okay. Dans le fond, c'est un virus qui s'attaque aux bactéries. Okay. Puis ça, vous ne voulez pas ça. Okay? Ça, c'est une catastrophe dans l'industrie alimentaire, dans une compagnie, par exemple, qui fait du yogourt. Si vous êtes aux prises avec des bactériophages dans votre production, ben, il faudra trouver des moyens d'éliminer, de tout nettoyer, de reprendre des souches saines et de réinoculer vos produits alimentaires parce que ces bactériophages-là, donc ces virus à bactéries-là, vont tuer, par exemple, Streptococcus. Okay? Puis il y a eu beaucoup de développement de souches comme Streptococcus pour qu'elles deviennent résistantes aux bactériophages. Okay? Puis ça a donné naissance là, à plein de découvertes intéressantes auxquelles on ne pensait même pas. Okay? Dans l'industrie alimentaire, puis même au niveau du génie génétique. Là, je vais en parler plus tard. Vous allez trouver ça, je l'espère, comme moi, fascinant. Là. Mais les études qui ont été faites à partir des bactériophages qui infectaient ces bactéries-là, c'est ça. Ça leur a permis des avancées très intéressantes au niveau des biotechnologies. On en parle plus tard. Autre groupe de bactéries, maintenant, les bactéries acétiques. Okay, si je vous parle d'acide acétique, on parle de quoi? On parle de vinaigre. Quand on veut faire du vinaigre, c'est pas pire. C'est souhaité, c'est merveilleux. Mais si vous faites du vin et il tourne au vinaigre, ça c'est un petit peu moins le fun. Okay? Donc, dans la production de vin, on ne voudra pas beaucoup de bactéries comme celle-là, ou du moins juste à certaines étapes précises pour une courte période. Mais si on laisse aller des bactéries problématiques, acétiques en présence d'alcool, ben ça se peut qu'elles le tournent au vinaigre, littéralement. Donc, généralement, ce sont des bactéries qui sont gram-négatives. On avait vu ça dans la première vidéo. Ces bactéries-là sont aérobies strictes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Elles ont absolument besoin d'oxygène pour se développer. D'ailleurs, quand on fait du vinaigre, par exemple, maison, et d'ailleurs, on devait en faire en laboratoire cette session. Donc, si vous voulez le faire, c'est bien simple. Okay? Vous avez des petites vidéos qui peuvent vous aider. Là. Prenez du vin rouge par exemple. Okay? Peut-être pas le plus cher ou votre préféré. Okay? Idéalement, vous pouvez prendre des restants de bouteilles si jamais ça vous arrive d'avoir des restants de bouteilles, mais peu importe. Okay? Donc, on prend du vinaigre, pas du vinaigre, pardon, du vin. On le verse dans un récipient qui va être opaque, donc il ne laissera pas passer la lumière parce que les bactéries acétiques, généralement, n'aiment pas ça. Puis on le laisse à l'air libre. Okay? Pas très longtemps, mais quand même. Okay? Quelques minutes, quelques heures. Et ce qui va arriver, c'est un peu magique, okay? Mais il y a des bactéries dans l'air. On ne les voit pas, on ne les sent pas, elles ne nous rendent pas malades. Mais ces bactéries-là vont se redéposer à la surface de votre vin. Okay? Et après plusieurs semaines, plusieurs mois de croissance, regardez ce que ça va donner. Okay? C'est ce qu'on appelle la mère vinaigre. Si vous avez déjà fait de la kombucha, vous avez déjà vu, je vais l'écrire ici, là, ce qu'est un SCOBY. C'est un peu le même principe, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment une pellicule formée de bactéries acétiques. Le SCOBY pour la kombucha va contenir aussi des levures. Donc, pour le vinaigre, là, retenez que ce sont des bactéries vraiment qui font le travail. Donc, ces bactéries-là, okay, deux exemples ici, le gluconobactère et acétobactère, okay,
vont se développer, puis vont vraiment former cette pellicule-là que vous pouvez littéralement prendre. Ce n'est pas quelque chose qui va être fragile à l'extrême. Okay? On peut le soulever. Voilà, vous pouvez la réutiliser pour faire plusieurs récipients pour faire votre vinaigre. Souvent, il y a des couches qui vont s'accumuler. Éventuellement, les couches plus vieilles vont mourir et vont tomber au fond de votre récipient. Donc, de temps en temps, il faut retirer les morceaux de votre meilleur vinaigre qui sont morts. Mais c'est quand même fascinant de voir que juste ce qui est dans l'air se retrouve à la surface du vin et, dans le fond, forme cette couche-là, mais aussi transforme votre vin en vinaigre. Pour les vidéos, là, je vous laisse aller les voir vous-même. Je ne vais pas prendre trop de temps dans cette vidéo-ci pour ne pas trop perdre de temps. Les bactéries butyriques, donc elles produisent de l'acide butyrique, c'est quand même pratique quand elles donnent le même nom que le produit qui est obtenu. Dans ce cas-ci, on parle de bactéries anaérobies strictes. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas d'oxygène. Okay? Ces bactéries-là travaillent sans oxygène. Il y a beaucoup de bactéries que l'on connaît, beaucoup de bactéries d'intérêt médical, comme les Clostridium, qui sont des bactéries anaérobies strictes. Bactéries qui causent le tétanos, la gangrène. Je vais essayer de penser vite. Clostridium perfringens, ça c'est la gangrène. Clostridium botulinum, donc le botulisme, voilà. Okay. Clostridium difficile ou la C. diff sont toutes des maladies causées par... en fait, sont toutes des bactéries qui causent des maladies chez l'humain. Bref, ces bactéries-là, Clostridium et Fusobacterium, peuvent aussi nous être utiles au niveau alimentaire. Donc, on va s'en servir comme additif alimentaire pour ajouter du goût, ajouter un arôme à des fromages, des choses comme ça. Mais souvent, ces bactéries-là, on va les reconnaître, surtout pour la détérioration, dans le fond, qu'ils vont apporter à certains aliments, comme le beurre, certains fromages, puis même certaines céréales. Dans le fond, les céréales qu'on utilise pour nourrir le bétail. Donc, on pourrait avoir une attaque de ces aliments-là par des bactéries butyriques, puis ça va se goûter, ça va se sentir, okay, si les bactéries sont présentes. Les bactéries propioniques, donc fermentent les glucides et produisent de l'acide propionique. Encore une fois, je trouve ça merveilleux. Une des principales bactéries, c'est Propionibacterium. Okay. Cette bactérie-là, okay, si vous aimez les fromages suisses, le gruyère, l'emmental, donc cette bactérie-là, son métabolisme va permettre justement la production de gaz, donc les fameux trous qu'on va retrouver dans ces fromages-là, et va aussi donner le goût particulier, un peu de noisette là, au fromage. Donc ça, c'est les bactéries propioniques. J'ai mis un petit exemple qui n'a pas rapport avec la nourriture, mais une bactérie qui s'appelait aussi Propionibacterium acnes. Cette bactérie-là avait des étapes de son métabolisme qui étaient similaires aux autres Propionibacterium, mais c'était la bactérie qui cause l'acné. Donc, rien à voir avec le fromage suisse ou quoi que ce soit. Et on a, je dis on, j'aime ça m'inclure là-dedans, mais la communauté scientifique a renommé cette bactérie-là, okay, Cutibacterium acnes, pour ne pas qu'il y ait de confusion. Donc, on a vraiment là, tassé cette bactérie-là du groupe des Propionibacterium. Voilà. J'ai oublié de le mentionner, mais quand vous voyez souvent dans le titre, c'est souligné, donc ça vous, si vous cliquez là-dessus, ça vous amène dans un lien hypertexte vers des pages, différents sites web, ça peut être Wikipédia, peu importe. Si c'est Wikipédia, j'ai quand même pris le temps de lire et de m'assurer que le contenu était valable. Okay? Mais vous allez avoir beaucoup d'informations aussi dans votre manuel de référence. Donc, n'hésitez pas à fouiller là-dedans pour avoir de plus amples renseignements. Les bactéries protéolytiques, si on fait juste analyser le mot, okay? Souvent ça peut vous aider. Là. Protéo, ça vous rappelle quelque chose peut-être? Okay? Protéine, puis lytique, on parle de la lyse ou de la destruction. Donc on brise, on détruit des protéines. Donc ces bactéries-là, qui sont des bactéries protéolytiques, donc peuvent fractionner, détruire, dégrader, digérer des protéines. Okay? Une qui est d'importance alimentaire, c'est Lactococcus lactis, qu'on va utiliser entre autres dans certains produits alimentaires. J'ai-tu un exemple? Je n'ai pas d'exemple. Okay.
Je pourrais en parler plus tard. Donc, ces bactéries-là sont généralement aérobies, donc elles ont absolument besoin d'oxygène, comme vous et moi, on est aérobies aussi. Un test qu'on peut faire en laboratoire, puis je vous le montrerai éventuellement, c'est le test qu'on appelle le lait de litmus. Okay? La couleur originale de ce test-là, c'est un peu, on va dire, rose-violet. Okay? En fonction des bactéries qui vont être placées dedans, on va pouvoir caractériser les bactéries en fonction de leur métabolisme. Okay? Donc, est-ce qu'elles rendent le milieu plus alcalin? Donc, elles changent le pH en l'augmentant, donc le milieu devient plus foncé. Si les bactéries, au contraire, acidifient ce milieu-là, ça va devenir plus pâle. Il peut y avoir la production d'acide et des curds, là, littéralement des morceaux qui vont être présents dans le milieu. Mais ce qui nous intéresse avec l'exemple que je donne, c'est ici. Okay? Donc, une action protéolytique. Donc, on voit, ça a passé de ça ici à ça. Donc, le milieu, on ne le voit pas bien sur l'image, mais je vous le montrerai en laboratoire. Le milieu devient transparent en surface. Okay? Donc, il y a destruction de toutes les protéines du lait qui étaient présentes dans le test. Okay? Et ça, c'est une façon rapide, en dedans de 24 heures, là, de savoir si notre bactérie a cette capacité-là de dégrader les protéines. Donc, on va le voir beaucoup avec des bacillus et des bactéries de type Pseudomonas. Il y a des bactéries anaérobies qui peuvent le faire aussi, comme Clostridium. Dans ce cas-ci, ce ne sera pas le fun. Ça va être une odeur de putréfaction. Okay? Donc, littéralement, la bactérie détruit les tissus. Ça va provoquer la libération d'odeurs. On pourrait penser, par exemple, là, à la bactérie qui cause la gangrène. Okay? Souvent, on va avoir une odeur très forte, okay, de fromage pourri, etc. C'est vraiment assez épouvantable. Donc, ça, c'est généralement pas bon signe. S'il y a des bactéries de ce type-là qui se développent en vous, ça veut dire qu'un endroit dans votre corps n'est pas oxygéné. Okay? Puis la gangrène, on va voir ça souvent dans les extrémités, par exemple, donc les doigts, les orteils. Donc, la circulation sanguine n'est pas bonne pour diverses raisons. Okay? Par exemple, des engelures, ça pourrait être aussi le diabète. Okay? Les gens qui font du diabète, malheureusement, peuvent avoir une circulation sanguine qui va être limitée. S'il n'y a pas assez de sang qui arrive dans les tissus ne sont pas oxygénés, et des bactéries comme Clostridium qui n'aiment pas l'oxygène, s'ils réussissent à entrer profondément dans les tissus, ben, peuvent causer des problèmes comme ceux-là. Ensuite, donc, fermentation acide des acides aminés. Donc, les acides aminés, ce sont les composantes des protéines. Donc, on a Enterococcus faecalis et Micrococcus caseolithicus. Okay? Caseo, caséine, un exemple de protéine aussi, donc son nom le dit, là, lise la caséine. Donc, ces bactéries-là peuvent provoquer le surissement des aliments qui sont riches en protéines. Okay? Ces bactéries-là ne vont pas nécessairement avoir un effet sur une pomme. Okay? Une pomme, c'est pratiquement juste de l'eau et du sucre. Protéines, pas vraiment. Et dans les viandes, dans les produits laitiers, ben là, ces bactéries-là peuvent avoir un rôle un petit peu plus grand à jouer dans la détérioration de l'aliment. Ici, c'est dans le fond une application. Okay? Par exemple, on voit que ces bactéries-là, bactéries protéolytiques, on peut quand même les associer pas mal plus à des choses qui sont négatives, okay, au niveau alimentaire. Mais c'est ça qui est le fun avec l'être humain, c'est que des fois, on pense à bien des choses. Si on a des gens, okay, par exemple, je ne sais pas moi, qui ont de la difficulté à digérer certaines protéines ou quoi que ce soit, donc on peut prendre ces enzymes-là, les enzymes protéolytiques, et en faire des cachets, des capsules, des pilules. Okay? Une personne prend ça et ça peut l'aider. Okay? Une fois rendu dans son estomac, une fois rendu dans son intestin, ça peut permettre de faciliter ou d'augmenter la capacité de la personne à digérer correctement les protéines. Bactéries lipolytiques. Lipo, ça ressemble à quoi? Lipides. Okay? C'est écrit juste en dessous, c'est merveilleux. Okay? Donc, dégrade les lipides. Ce que vous voyez sur l'image, okay, c'est une gélose qui est remplie de lipides. Okay? Donc, la gélose, généralement, là, on va voir, par exemple, ça ici, là, c'est la couleur normale. Okay? Donc, c'est un petit peu blanchâtre, c'est relativement opaque. Et là, on place des bactéries à différents endroits sur la gélose. Okay? Donc, les bactéries vont croître. Et si elles dégradent des lipides, on va voir une zone claire.
qui va apparaître autour de chaque bactérie. Plus la zone claire est large, plus la bactérie a un effet important sur les lipides. S'il y avait une bactérie, par exemple, ici, puis qu'il n'y avait absolument rien autour de la bactérie, là, okay, donc la zone demeure blanche, donc la bactérie s'est développée, mais elle n'a produit aucune enzyme qui s'attaquait spécifiquement aux lipides. Donc, ces bactéries-là peuvent avoir une importance au niveau, par exemple, de l'industrie laitière. Je ne sais pas, moi, si vous voulez dégrader les lipides pour qu'il y en ait moins ou peu importe. Par contre, okay, il y a des aspects négatifs aussi. Donc, elles peuvent rendre le goût du produit rance. Okay? Vous avez peut-être déjà soit senti des aliments qui sont riches en lipides, en huile ou du beurre même qui est rance. On sent qu'il n'est plus frais, okay? Qu'il n'est plus nécessairement bon au goût. Puis bon à consommer, bien souvent c'est des bactéries lipolytiques puis d'autres types de bactéries qui peuvent rendre les produits ou aliments rances. Mais la bactérie peut rendre certains produits rances, mais peut aussi rehausser le goût. Okay? Donc modifier le goût des brie et camembert, okay? Donc des fromages à pâte molle. Des exemples de bactéries qui peuvent faire ça. Puis là, je vous rassure, okay? Vous n'avez pas besoin d'apprendre tous les noms par cœur parce qu'il y en a plusieurs noms. Okay? On essaiera de se trouver une méthode ou une façon okay, que vous n'ayez pas à apprendre tout ça par cœur. Peut-être une petite feuille pour vous aider à l'étude à laquelle vous aurez droit à l'examen, quelque chose du genre. On va voir, on en reparlera. Donc, Pseudomonas, Saccharomycobacter, Alcaliginase, Micrococcus, Staphylococcus et Serratia. Okay? Et il y a aussi plusieurs mycètes. Okay? Les mycètes, on va les voir plus tard, donc moisissure ou levure, qui pourraient avoir une activité comme celle-là. Les bactéries saccharolytiques, okay, ce sont des bactéries qui vont détruire les sucres complexes. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est l'amidon. Okay. L'amidon, c'est un sucre végétal complexe, donc plein de molécules de glucose qui sont liées les unes aux autres. Donc, l'intérêt en industrie alimentaire, okay, c'est qu'on peut, dans le fond, exploiter ces bactéries-là pour qu'elles produisent des enzymes. Et nous, on va récupérer les enzymes qu'on va utiliser pour produire certains aliments ou certains produits spécifiques. Par exemple, okay, la bière, le cidre, les céréales pour déjeuner. On va produire aussi de la dextrine, du dextrose ou du sirop de glucose, qui sont des ingrédients qu'on peut utiliser dans certains aliments transformés. Okay? Donc, on ne va pas mettre les bactéries dans les aliments. Ce qu'on va faire, c'est juste prendre l'amylase, donc l'enzyme qui provient de la bactérie. Donc, on fait croître les bactéries dans des biofermenteurs, donc elles vont croître en grande quantité. On leur donne de quoi se nourrir, elles vont produire des enzymes et nous, on va récupérer ces enzymes-là qu'on va utiliser dans l'industrie alimentaire pour différentes raisons. Un test, et vous le ferez en laboratoire, celui-là, un test facile pour détecter des bactéries qui produisent des enzymes comme celle-là, okay, ce qu'on appelle les amylases. Okay. On prend une gélose, okay, la gélose qui est ici, qui est une gélose qui contient de l'amidon. Okay, on va l'appeler starch agar en anglais. Donc, son aspect, disons, normal, naturel, c'est une gélose qui est relativement translucide, un petit peu beige, quand même très pâle. L'amidon, okay, à la base, si je rajoute de l'iode dessus, okay, donc ici, j'ai la même gélose, j'ai juste rajouté de l'iode, et là, on ne voit pas, je vais l'écrire ici. Est-ce qu'on voit mieux? Ouais. Donc, j'ai rajouté de l'iode. Donc, c'est la même gélose. Okay? Mais j'ai rajouté de l'iode. Puis, l'iode, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il va interagir avec l'amidon. S'il y a de l'amidon, la gélose va passer du, on va dire, transparent beige pâle à une couleur vraiment plus foncée, pratiquement noire. Okay? Donc, ça, c'est la gélose à la base. Mais là, si on regarde l'expérience qui est en dessous, on a déposé des bactéries. Dans le fond, ce qu'on a fait, là, on a déposé des bactéries au centre de la gélose. On a laissé incuber les géloses pendant 24-48 heures. Et par la suite, on a rajouté de l'iode. Mais là, regardez ce qui se passe. Ici, vous avez la croissance des bactéries. Puis ça, juste à la forme de la croissance bactérienne, je peux vous dire que c'est du bacillus. Okay? J'en suis persuadé. Mais autour de mon bacillus, okay, qu'est-ce qui est arrivé là? Vous voyez une zone claire. Okay? Donc, autour de la bactérie, il y a une zone claire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la bactérie a dégradé l'amidon autour d'elle. Donc, quand on rajoute l'iode, on ne voit pas ou on ne voit plus
de coloration noire parce qu'il n'y a plus d'amidon dans la gélose. Donc ça peut être un indicateur que la bactérie qui est présente dans un aliment ou quoi que ce soit produit cette enzyme-là. Okay? Il y a des tests qu'on va faire, par exemple, pour détecter du Bacillus cereus ou du Bacillus subtilis dans l'environnement. Bien, ça, c'est une des géloses que vous allez utiliser. Puis si ça devient un test ou un résultat positif, okay, bien, vous savez que vous avez du Bacillus. Okay? Tandis que puis là, si vous regardez l'image, celle-là ici, donc la bactérie a été placée ici, mais on n'a pas la même zone claire. Okay? Et là, il faut faire attention. Là, des fois, juste la présence de la bactérie va faire en sorte que moins la couleur noire n'est pas aussi intense. Mais il faut vraiment qu'il y ait une zone claire, okay, évidente entre la bactérie puis la coloration. Donc, dans ce cas-ci, ça c'est un test qui est négatif. La bactérie s'est développée sur la gélose, mais elle n'a pas utilisé l'amidon pour se nourrir. Okay? Donc, ça c'est un test qui est négatif. Les bactéries pectinolytiques, okay, la pectine, c'est quoi? Sucre complexe de la paroi des cellules végétales. Il y en a dans les pommes, il y en a dans les patates. Okay? Donc, c'est un sucre. L'enzyme qui est produite par ces bactéries-là, donc va provoquer le ramollissement puis même la liquéfaction de ces aliments-là. Okay? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'aller chercher dans un sac de patates ou si vous avez un comptoir ou un tiroir à patates à la maison. Puis là, tu mets ta main dans la patate puis tes doigts ils rentrent dedans. Okay? C'est pas super le fun de 1. Okay? Puis de 2, ben, c'est pas le temps de se faire des frites. Cette pomme de terre-là n'est pas très bonne. Moi, je vous conseille d'inspecter les autres parce que souvent, si la bactérie était présente et s'est attaquée à une pomme de terre, bien, si elle est en contact avec les autres, il y a de fortes chances que les bactéries soient là et qu'ils aient attaqué aussi les autres pommes de terre. Okay? Et là, il y a une collection de bactéries qui peuvent faire ou produire cette enzyme-là, la pectinase. Okay? Donc, Erwinia, Bacillus, Clostridium, Achromobacter, Aeromonas, Artobacter, Flavobacterium et Pectobacterium. Okay? Si vous pouvez me répéter ça à l'examen sans faute, je vous donne des points bonus. Okay? Juste aller voir le petit lien qui est là. Si je me rappelle bien, je pense que c'est un article. Ouais, c'est un peu ça. Okay? Donc, pourriture molle bactérienne de la pomme de terre. Donc, si vous voulez plus d'informations, les généralités, les symptômes, qu'est-ce qui peut arriver, okay? Je vous invite à aller lire ceci. Il y a aussi certains mycètes qui peuvent produire des pectinases. Okay? Donc, ce n'est pas juste les bactéries qui peuvent le faire. Les bactéries halophiles, halo, okay? Je pourrais vous demander dans le fond qu'est-ce que ça veut dire halo. Mais quand quelque chose finit par phile, souvent ça veut dire qui aime. Okay? Donc, hydrophile aime l'eau, hydrophobe n'aime pas l'eau. Okay? Halophile, ça serait quoi? C'est des bactéries qui aiment bien le sel. Okay? Donc, il y a des bactéries halophiles strictes, modérées, facultatives. Donc, halophile strict, ça veut dire que les bactéries ne survivront pas dans un environnement où il y a peu ou pas de sel. Okay? Comme la bactérie Halobacterium, elle ne survivra pas dans un environnement en bas de 15% de sel. Donc, cette bactérie-là, est-ce qu'elle risque de contaminer vos bouteilles d'eau si vous travaillez dans une compagnie qui embouteille de l'eau? Non. Okay? Parce que l'eau qu'on utilise, l'eau en bouteille a une concentration infime de sel, donc ce n'est pas trop un problème. 3 à 15% Bacillus, Micrococcus, Acinetobacter, Vibrio. Là, on a quelques bactéries qui peuvent être pathogènes pour l'humain. Okay? D'ailleurs, Vibrio, on en parle ici. Là. Par exemple, okay, vous allez à la mer, puis, je ne sais pas moi, souvent quand on est près de la mer, il y a plein de restos qui offrent des fruits de mer. Si, par exemple, dans certains mollusques, okay, des moules, particulièrement des huîtres, okay, il y a présence de Vibrio, donc les personnes vont consommer les huîtres, puis généralement, tu n'en manges pas juste une, là, tu vas en manger plusieurs. Donc, s'il y a de la présence de cette bactérie-là, tu peux avoir des problèmes digestifs graves. Okay? Tu vas avoir des diarrhées. Pas nécessairement le choléra, parce que Vibrio, il y a Vibrio choléré, mais il y a Vibrio, 3 petits points d'autres espèces. D'ailleurs, Vibrio choléré, ce n'est pas nécessairement dans les eaux salées qu'on va la retrouver, mais certains Vibrio se développent dans l'eau de mer, dans les mollusques, etc. Donc, il faut être prudent, puis il faut, dans le fond, qu'il y ait des contrôles qui soient faits pour s'assurer que les mollusques, les fruits de mer qui sont consommés soient propres à la consommation. Facultatif, okay, donc halophile facultatif, ça veut dire que la bactérie peut se développer très très bien dans une concentration de faible
concentration de sel faible, mais elle peut se développer dans on va dire, du 1 à, on va dire, 3-4 %. Okay? Les exemples, Staphylococcus et Streptococcus, ces deux exemples-là, je les aime bien parce que pensez à votre peau. Okay? Les staph et les strep sont des bactéries qui poussent sur notre peau, okay? Qui s'y développent, qui colonisent notre peau, puis c'est normal, il ne faut pas s'en faire. Okay? Mais votre peau, okay, c'est un environnement qui est quand même assez salé. Donc, vous n'êtes pas obligé de suer à grosses gouttes là, pour produire suffisamment de sel pour nuire aux bactéries. Donc, pour coloniser votre peau, ça prend des bactéries là, qui tolèrent quand même bien la présence de sel. Donc, Staphylocoque et Streptocoque en sont des exemples. Les bactéries qui sont là aussi, là, dans le fond, celles-là, sont des bactéries qui pourraient altérer certains aliments qui sont salés. Okay? Donc, même s'ils sont salés, saumurés, j'ai mis quelques exemples là, dans l'image de droite, là, des saucissons, des charcuteries, des choses comme ça. Ces bactéries-là, si on leur donne le temps et peut-être la bonne température, malgré la présence de sel, elles peuvent se développer. Okay? Encore une fois, quand on produit par exemple du saucisson, okay? Dans le saucisson, là, la viande et toute la préparation, c'est un produit qui est fermenté aussi. Et ce sont souvent les bactéries lactiques qui vont s'y développer en premier. En s'y développant, vont produire des acides qui vont nuire à des bactéries comme celle-là. Okay? Donc ça, c'est intéressant. Mais si les bactéries lactiques ne font pas bien leur travail et si les bactéries halophiles facultatives ont le temps de se développer, bien, ça peut altérer le produit à ce moment-là. Là, ça me fait sourire de mettre ça là-dedans. On s'entend qu'on ne souhaite pas et on ne veut pas avoir de bactéries fécales ou entériques dans les aliments. Okay? Mais on utilise souvent la présence de bactéries comme celle-là comme un indice, okay, de la qualité, soit de l'eau ou des aliments. Okay? Tout test qui va être fait dans des aliments où on retrouve des bactéries entériques, des coliformes, c'est clair qu'il va y avoir des rappels alimentaires, c'est clair qu'on ne pourra pas servir ces aliments-là. Ça veut dire qu'il y a eu contamination fécale de l'aliment, du liquide ou quoi que ce soit, donc ce n'est pas quelque chose qui est recherché, qui est intéressant. Okay? Je pourrais parler des tests de qualité de l'eau, par exemple pour la ville de Gatineau. Donc on va faire des tests de qualité de l'eau, on va rechercher la présence de coliformes. Dans un aspect moins alimentaire, mais la qualité de l'eau des plages, par exemple, quand on va se baigner, bien, il y a des tests qui sont faits. Okay? On teste la qualité de l'eau pour la présence de coliformes, puis s'il y en a plus qu'un certain nombre par millilitre, bien, on va interdire la baignade. Okay? Ce qui n'est pas rassurant, c'est que si vous avez une qualité d'eau qui est de, on va dire, B, C, B et C, parce que c'est souvent l'alphabet de la qualité de l'eau, là, A étant très belle eau, tout va bien, B un petit peu moins, C pas terrible, puis D... c'est mieux de ne pas te baigner cette journée-là. Bref, okay, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bactéries fécales, ça veut dire qu'il y en a juste moins. Okay? Mais bon, si vous pensez là, aux plages de la région, toutes les outardes, bernaches, mouettes, etc., qui vont déféquer près de la plage, dans l'eau directement, quoi que ce soit, ben, ça peut finir par s'accumuler assez rapidement. Contamination humaine aussi, là. Okay, les coliformes fécaux présents dans l'intestin humain, E. coli, un bon exemple, Enterococcus faecalis. Salmonella, ce n'est pas un bon exemple pour l'être humain. Nous, si on a de la salmonelle dans le gros intestin, on va être franchement malade, mais chez d'autres espèces, on va le voir plus souvent. D'ailleurs, je fais une parenthèse, là. En cette fin du mois d'août, au moment où je fais la capsule, là, il y a encore beaucoup de problèmes avec des fruits et des légumes en provenance des États-Unis, entre autres les oignons. Il y a encore des cas de salmonelle qui proviennent de ces aliments-là. Donc, c'est une situation à surveiller. Ici, juste vous montrer là, des liens utiles. Okay? Institut national de santé publique. Donc, comment on caractérise, comment on analyse les coliformes fécaux. Donc, ça peut être des bons outils, des bonnes références. Okay? Si vous voulez aller consulter cette page-là. Celui-là, je le trouve intéressant aussi parce que c'est un rapport. Okay? Donc, éventuellement, peut-être que vous pourriez travailler pour l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Donc, c'est peut-être le genre de recherche, d'études que vous feriez. Donc, chercher la présence de bactéries pathogènes dans les bonbons à base de chocolat. Okay? Donc, c'est une étude qui s'est étirée sur pratiquement 2 ans, donc de 2016 à 2018.
Donc, je vous invite à aller juste jeter un coup d'œil, okay, par curiosité. Donc, vous pouvez lire le texte, mais éventuellement, bon, il y a des tableaux. Okay? Est-ce qu'on a retrouvé de la salmonelle? Est-ce qu'on a trouvé des coliformes? D'autres types de E. coli? Okay? Donc, vous pouvez voir les quantités relatives qu'on a trouvées, dans quels produits on les a trouvés. Okay? Donc, c'est intéressant. Okay? Dans des produits canadiens, dans des produits importés, okay? Les fameux chocolats belges, okay? Est-ce qu'il y avait plusieurs, comment je pourrais dire, produits qui étaient contaminés par des coliformes? Okay? Ça n'a pas l'air trop pire. Okay? Donc, allez jeter un coup d'œil, c'est intéressant. Okay? Puis ça peut vous donner une idée d'une des portes de sortie, okay, que pourra vous offrir le domaine d'études dans lequel vous êtes. Le dernier lien ici, c'est une compagnie, okay, c'est Biomérieux, qui offre plusieurs services, plusieurs produits, okay, pour l'analyse alimentaire, pour s'assurer que, par exemple, votre industrie a des bonnes pratiques de travail. Donc, juste vous montrer, par exemple, dans les boissons, donc boissons antiseptiques, jus concentré. Donc, allons voir, par exemple, pour ça ici. Okay. Donc, on va vous donner à quelle étape du développement de votre produit êtes-vous rendu, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Donc, il y a plein okay, de tests, comme par exemple, si on veut savoir au niveau de la production, est-ce qu'il y a des indicateurs de qualité qui peuvent être utilisés? Okay. Donc, des appareils, des produits, des réactifs. Donc, il y a plein de choses. Okay. C'est intéressant. C'est sûr qu'encore une fois, là, on est au début du cours, fait qu'il y a plein de choses peut-être dont je parle là, qui vous semblent pas claires, okay, mais éventuellement, ça va tout se placer. Quand on va faire le laboratoire aussi, ça va devenir de plus en plus concret. Mais, par exemple, il y a des milieux de culture, il y a des produits qu'on va utiliser pour détecter la présence de bactéries, mais d'autres types de tests, d'autres types de milieux, okay, ou d'autres méthodes, tout simplement, immunologiques, de biologie moléculaire qui vont nous permettre d'identifier les micro-organismes qui sont présents. Okay? Donc, tout ça, d'ici la fin de la session, vous allez très bien comprendre tout ça, du moins je l'espère. Ça termine cette section sur les bactéries. Donc, encore une fois, puis je me répète, allez faire votre glossaire, il y a quelques mots à compléter, surtout là, des noms d'enzymes, des choses comme ça. Donc, faites-le à toutes les semaines. Attendez pas à l'examen pour vous taper les 6 chapitres qu'on a vus, donc les 6 pages de glossaire. Donc, prenez le temps de tout faire ça au fur et à mesure. Ça va vous aider, je vous le promets. Renforcement des acquis. Okay. C'est peut-être ça qu'on pourrait faire. Okay. Vous pourriez vous faire un tableau de synthèse des différents groupes de bactéries avec des exemples. Puis, je pourrais peut-être, mais là, on jase, là, avoir droit à l'examen. En tout cas, c'est pas une promesse. Ça, c'est pas une promesse, okay, mais on pourra en discuter. Je vous invite aussi à lire les sections pertinentes des chapitres 1 et 7 de votre manuel de référence, puis de répondre aux questions. Et il y a aussi, okay, parce qu'au début de cette capsule vidéo-là, je parlais d'enzymes alimentaires, par exemple les amylases qui sont utilisées pour divers produits, pour produire de la dextrine, du sirop de glucose, etc. Donc, le gouvernement canadien a fait une liste, okay, des enzymes alimentaires qui sont autorisées. Donc, vous avez l'additif, le nom de l'additif, des fois c'est des noms bizarres, là. On a le nom du micro-organisme qui est utilisé pour le produire, puis dans quelle usine, quelle industrie alimentaire on l'utilise, okay, ou dans quelle étape, okay, on l'utilise. Donc, par exemple, pour le mou de la bière, mou de distillerie, les aminopeptidases, Lactococcus lactis, sont dans les produits laitiers. Les amylases, okay, regardez ici. Cette amylase-là a été produite par Aspergillus niger, ça c'est une moisissure. Bacillus, il y a quelques exemples de bacillus, ça c'est des bactéries. Donc les amylases dans la production de bière, de farine, de cidre, de sirop au chocolat. Il y en a plein, des céréales à déjeuner. Okay? Regardez tous les produits où on utilise des amylases, c'est fou. Okay? Puis toutes les espèces qui sont utilisées, je suis encore des amylases là. Okay? Éventuellement, je tombe sur une autre catégorie d'amylases. Ce sont des enzymes qui sont utilisées dans beaucoup d'industries. Et tout ça, c'est grâce aux micro-organismes. Okay? Donc, oui, les bactéries nous rendent malades, oui, les virus nous rendent malades, oui, certains mycètes nous rendent malades, mais beaucoup de nos industries alimentaires, okay, dépendent à un point ou à un autre, ou à un niveau plus ou moins grand, de micro-organismes. Okay? Donc, il ne faut pas négliger leur rapport, okay, à notre alimentation. Donc, c'est quand même quelque chose de majeur. Donc, allez voir
ça, par curiosité, vous allez voir à quel point les micro-organismes ont une importance très grande dans la production alimentaire. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, ne vous gênez pas, contactez-moi et je vais répondre à toutes vos questions avec un très grand plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée.